c'est comment est-ce qu'on peut travailler avec les autres parties prenantes, les autres compagnies, les gouvernements, les communautés, les ONG, même les gens qu'on n'aime pas, même les gens avec lesquels on n'est pas d'accord, mais avec lesquels on est obligé de travailler pour résoudre les problèmes qu'on a. C'est ça le domaine dont je vais parler. Et c'est ça le domaine que nous travaillons en RIOS. RIOS Partners, c'est une compagnie avec des bureaux autour du monde et tout notre travail est dans ce domaine. Les alliances des compagnies, des gouvernements, des organisations de société civile qui essaient de travailler ensemble pour résoudre pour résoudre un problème, pour s'adresser à un défi autour d'eux qu'ils ont déjà compris qu'ils ne peuvent pas résoudre seuls. Et je l'exprime comme ça parce que ce genre de collaboration, ce genre d'alliance avec les autres, avec même les opposants ou les ennemis, n'est pas quelque chose qu'on fasse si on peut avancer sans le faire. C'est important de dire. C'est difficile, c'est pas naturel, mais notre hypothèse, c'est que plus et plus souvent, c'est nécessaire. C'est nécessaire de travailler avec les autres parties prenantes parce que nous sommes face aux défis qu'on ne peut pas résoudre seul, ou on ne peut pas résoudre seulement de travailler d'une façon commerciale avec nos clients. Et bon. Une autre façon de l'exprimer, c'est que on se trouve dans les contextes complexes où les approches simples ne marchent plus. Ça veut dire la complexité dynamique où la cause et l'effet sont distantes, qui nous demandent de travailler d'une façon systémique. La complexité générative, ça veut dire qu'on est dans les situations où le futur est inconnu et on est obligé de travailler dans une façon expérimentale, et une complexité sociale où il y a des acteurs avec les perspectives et les intérêts différents et les conflits, les vrais conflits, pas les conflits de malcompréhension, mais les vrais conflits, les vraies différences que ne peuvent pas être résolues sans violence que par une approche collaborative. Et c'est ça le travail de RIOS. Comment est-ce qu'on peut travailler dans une façon qui est à la fois systémique, expérimentale et collaborative. Et parmi les méthodologies pour travailler dans cette façon, une, c'est la méthodologie des scénarios transformatifs dont je vais parler maintenant. Comme Fleur a dit, j'ai commencé mon travail à Shell en 1988. C'est une compagnie qui est bien connue pour l'utilisation des scénarios dans leur planification stratégique. Ils l'ont utilisé depuis les années 70. Le département de scénario qui existe toujours, qui est certainement une des plus intéressants dans toutes les compagnies, était fondé par un Français qui s'appelait Pierre Vac,
un journaliste, un homme vraiment très intéressant, qui a compris que qui a compris qu'on ne peut pas prévoir qu'est-ce qui va passer. En fait, c'est impossible de prévoir, mais c'est utile de raconter les histoires sur qu'est-ce qui peut se passer. Et c'est ça la définition des scénarios, une narrative, une histoire, un récit sur ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui est possible, une hypothèse concernant l'avenir. Ce n'est pas une prédiction ou une prévision et ce n'est pas une vision sur ce qui devrait se produire. Bon, j'arrête ici pour une minute pour vous poser une question. Pourquoi est-ce que ça peut être utile de raconter ces scénarios, de construire 2, 3, 4 histoires d'avenir possibles? Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Qu'est-ce que vous pensez? Ça permet de se visualiser dans la situation. Oui. Finalement, de la vivre d'une façon virtuelle déjà. Oui, oui. De quand même la vivre. Oui. Ça permet de faire des business plans si jamais on est... Oui. Financièrement, si les scénarios sont... Oui, ça permet de tester les options. Si on fait ça et le scénario est le suivant, est-ce que ça va marcher? Par contre, si la situation est le contraire, est-ce que ça va marcher? Autre raison. Ça peut permettre d'être mieux préparé que ses concurrents au moment où la situation arrive. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le meilleur livre sur les scénarios classiques est écrit par mon patron à Shell, un Hollandais qui s'appelle Van der Heyden, qui raconte en détail l'histoire de l'utilisation de scénarios à Shell en 1972. Et la chose intéressante que Shell a eu les scénarios d'une crise de pétrole 1 an avant la crise. Ils n'ont rien fait. Mais quand la crise est arrivée, ils ont reconnu qu'est-ce qui s'est passé 6 ans avant les concurrents. Et je pense que c'est important, les scénarios pour reconnaître qu'est-ce qui se passe. Autre raison. Oui? Ça permet d'enlever les craintes et les peurs de ce qu'il va y avoir, parce qu'en définissant ce qui va se passer, ça démystifie l'angoisse de « comme je ne sais pas, j'ai peur ». Okay. Bon, vous l'avez compris exactement, et c'était ça le travail que j'étais en train de faire à Londres en 88, 89, 90. J'étais le chef de département des scénarios globaux, social, économiques, politique, et un jour nous avons eu un appel, un coup de téléphone de 2 professeurs de l'Afrique du Sud. C'était les années où il y avait beaucoup de conflits en Afrique du Sud entre le gouvernement blanc et la population majoritaire noire. Comme vous savez, ils ont eu un système de division légale qui s'appelait apartheid. Le mot apartheid veut dire seulement séparation en afrikaans, qui était en train d'être changé. En 1990, Nelson Mandela a été libéré de prison après 27 années. Et les négociations pour une transition ont commencé. Mais c'est un peu difficile de s'ouvrir, mais à l'époque, presque personne en Afrique du Sud et à l'extérieur a pensé que c'était possible d'avoir une transition sans une guerre. Bon, les négociations officielles entre le gouvernement et les opposants
dont le plus grand était le African National Congress de Mandela, a commencé, et en même temps, beaucoup d'autres initiatives étaient lancées, dont une était un projet de scénario qui s'appelait les scénarios de Montfleur. Montfleur, c'est une petite montagne près de Cape Town. Ça a un nom français parce que c'est la région des Huguenots. Oui, c'est juste à côté de Franschhoek, le coin des Français. Et deux professeurs à l'université de Western Cape ont eu l'idée que peut-être cette méthodologie de Shell, qui était assez bien connue en Afrique du Sud, peut être utile pour parler et planifier la transition. Mais ils ont une idée qui était complètement différente de ce qu'on faisait à Shell. Ils ont eu l'idée de faire les scénarios pas par un groupe des experts, qui était la méthodologie normale que nous avons utilisée à Shell, mais par contre d'inviter les parties prenantes, les leaders de différentes organisations et secteurs, de construire les scénarios ensemble. Ça, c'était la grande innovation. Et en fait, d'inviter le parti de Mandela, African National Congress, le parti national, c'était le parti de Klerk, le congrès panafricain était le plus extrême parti noir, Pepkor, une compagnie sud-africaine avec des magasins, Shell, le Parti communiste, les universités, les autres partis et les autres compagnies. En fait, le projet était organisé par l'université, mais avec l'argent des compagnies et d'une fondation. Et ils ont demandé à Shell à Londres, est-ce que quelqu'un peut venir pour animer les sessions et pour expliquer la méthodologie. Et parce que j'étais le plus jeune, j'ai été envoyé. Alors, je vais interrompre madame, méfiez-vous, il est temps de partir. Parce que ça a aussi une transformation sur madame qui a rencontré sa femme. Ouais. Méfiez-vous. Et c'est comme ça que je suis arrivé en septembre 91 à cet hôtel qui s'appelait Centre de conférence Montfleur. C'est ça le centre de conférence? C'est ça, c'est ça. C'était. C'est sympa. Oui, c'est sympa. Ça aide à réfléchir. Ouais, ça aide à réfléchir. Non, mais dans ces ateliers, on parle de l'effet de l'île sociale. Ça veut dire pourquoi c'est utile d'avoir les gens ensemble hors de leur hors de travail, et pour un groupe de noirs et blancs, de gauche et droite, de gouvernement d'opposition, c'était pas légal d'être ensemble dans un hôtel avec d'alcool dans le système apartheid. Pour eux de rester ensemble, pas seulement de travailler ensemble, ils ont eu des réunions, mais de prendre un verre ensemble, de manger ensemble, de marcher ensemble dans les breaks. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je mets l'emphase sur ça parce que normalement, quand on parle des scénarios, on pense aux produits intellectuels. Et en fait, c'est une méthodologie très intellectuelle. C'est penser des histoires, des logiques, des possibilités de qu'est-ce qui peut se passer, d'écrire un rapport. Ça a certainement un grand aspect intellectuel, mais
selon moi, l'aspect des relations entre les parties prenantes dans un système où il y a de polarisation, qui n'est pas seulement le cas en Afrique du Sud. En fait, selon moi, nous vivons dans une époque d'une polarisation qui augmente tous les jours. Les relations humaines, les ponts humains entre les secteurs, les organisations, les parties prenantes est très important. Et je veux prendre seulement 2 minutes pour discuter ça avec l'exemple de ces 3 hommes, membres de l'équipe Montfleur. Johann Liebenberg était le chambre des miniers. Dans le système d'apartheid, l'industrie des mines était le centre de pouvoir avec les grandes compagnies, en effet blancs, et les employés noirs et souvent des migrants. Et ça veut dire dans cette équipe, Johann était le représentant des Blancs, en fait, plus que tous les autres. Un homme conservateur, âgé. Tito Mboweni était un jeune homme. Il était il travaillait comme député directeur du département d'économie de l'African National Congress. Et quelques années plus tard, on a fait une entrevue avec Liebenberg et il a dit le suivant. Après notre journée de travail, Tito Mboweni et moi sommes partis faire une longue marche sur un sentier de montagne et nous avons parlé en toute simplicité. Tito était la dernière personne à qui j'aurais adressé la parole un an plus tôt. Il était clair dans ses propos brillants. D'habitude, nous ne rencontrions pas les Noirs aussi cultivés. Je ne sais pas où ils étaient tous enterrés. Les seuls Noirs de cette trempe que j'ai rencontrés étaient mes adversaires, les syndicalistes assis en face de moi. Ce qui était nouveau pour moi, c'était surtout leur ouverture d'esprit. Ils ne disaient pas « Regarde, voilà comment ça va passer le jour où nous prendrons le pouvoir ». Ils disaient « Hey, comment cela pourrait être? Discutons-en ». L'autre homme dans cette slide est Howard Gabriels, qui était le syndicat des travailleurs dans les mines, le National Union of Mine Workers, et il a dit le suivant concernant Johann Liebenberg. Il a dit, en 1987, nous avons mis en grève 340 000 travailleurs. 15 d'entre eux ont été tués et plus de 300 terriblement blessés. Quand je dis blessé, je ne parle pas d'un petit bobo. Ça veut dire Johann, était l'ennemi et j'étais là assis avec ce type dans la même pièce avec ses blessures encore fraîches devant mes yeux. Je pense que Montfleur lui a permis de voir le monde de mon point de vue et m'a permis de voir le monde à partir de sien. Et je raconte ces histoires parce que je pense que si on veut résoudre les problèmes complexes, qu'on ne peut pas résoudre seul, avec les autres parties prenantes dont on n'a pas d'accord, dont on a des conflits, qu'on n'aime pas, ce genre de connexions sont nécessaires. En fait, ils ont eu 3 ou 4 réunions ensemble dans cet hôtel Montfleur et ils ont construit une série de scénarios.
Ces scénarios ne sont pas vraiment intéressants pour la France en 2016. En fait, ne sont pas vraiment intéressants pour l'Afrique du Sud en 2016. Mais pour l'Afrique du Sud en 1992, ils étaient très importants parce qu'ils traitaient les défis, les choix pour la société absolument centrales. Il parlait d'un scénario qui s'appelle Autriche, où le gouvernement refuse de négocier avec les Noirs, où il n'y a pas d'accord et qui retourne au conflit. Un scénario lame duck où il y a un accord, mais ça ne laisse pas le gouvernement noir à gérer l'économie. Le troisième scénario était en fait le plus influentiel, un scénario qui s'appelle Icarus, où il existe un gouvernement noir qui a été capable de faire tout ce qu'il veut, mais qui pense, bon, c'est facile à régler les problèmes de gouvernement, de pays, on prend l'argent des Blancs et tout sera bon, mais qui détruit l'économie. Ça, c'était influentiel, d'avoir un groupe qui était majorité des économistes de gauche, majorité des économistes noirs de gauche, disait que un plan de gouvernement de gauche sera un désastre si on ne respecte pas les contraintes économiques. Le quatrième scénario des Flamingos, la vision d'un succès, a eu moins d'effet. Et je dis ça pour souligner que l'accord sur une vision peut être utile ou peut-être pas, mais dans ce cas, c'était les trois scénarios négatifs, les trois façons de ne pas résoudre les problèmes qui étaient le plus influentiels. Ces scénarios n'étaient pas très, très importants dans le processus de transition en Afrique du Sud. Il y avait beaucoup de processus, mais pour le politique économique de nouvel gouvernement, c'était très important parce que toute l'attention était sur les questions de sécurité, de politique et presque aucune attention sur les questions économiques. En fait, cet homme ici, Trevor Manuel, qui était un membre de l'équipe Monfleur, était le premier membre de l'ANC comme ministre d'économie, un poste qu'il a eu pour 15 ans. Il a eu une très grande influence sur la politique économique de le gouvernement de Mandela. Et il a dit, 10 ans plus tard, il a déclaré « Il n'y a pas une ligne droite entre Monfleur et notre politique actuelle, mais une partie non négligeable de notre action vient de Monfleur. Je pourrais fermer les yeux et décrire ces scénarios de mémoire. Je les ai intériorisés et lorsque vous intériorisez quelque chose, vous le gardez pour la vie. » Et c'était ça l'influence de Monfleur. Bon, pendant ces années 91-92, j'étais toujours un employé de Shell. Je voyageais de Londres à Cape Town. La méthodologie qu'on a utilisée à Monfleur était exactement la même qu'à Shell. Ça veut dire la technique de comment construire les scénarios, etc., comment gérer l'atelier. Mais j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui était complètement différent. Et je n'ai pas compris pourquoi est-ce que l'énergie dans ce groupe est complètement différente. Et en fait, c'était quelque chose de très facile. Le technique était le même, mais l'orientation ou le but était complètement le contraire. Quand on utilisait les scénarios à Shell, c'était en fait pour s'adapter. L'orientation
était le suivant: nous ne pouvons pas, nous ne devrions pas et nous n'avons pas le besoin de changer notre contexte. Nous devons l'accepter et s'adapter pour y faire face. C'était l'orientation, c'est ça l'assumption fondamentale de tout le travail de Scénario HL et même maintenant dans le monde d'affaires, c'est qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas influencer, on ne peut pas changer notre contexte. Ça, c'est trop difficile pour nous, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de s'adapter à un contexte qu'on ne peut pas influencer. Mais les Sud-Africains ont, eux, l'orientation opposée. Ils étaient là. Ils ont lutté, mais tous entre eux, d'une façon ou l'autre, à lutter pendant les années, les décennies, pour améliorer la situation, leur contexte, et leur orientation était le contraire. Notre contexte est ou pourrait devenir inacceptable ou insoutenable. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous y adapter. Nous devons essayer de le transformer. On ne peut pas le transformer seul, mais avec les autres acteurs, on peut le transformer. Et ça veut dire le technique est le même, mais le but, l'orientation, l'assumption est 180 degrés différents. Et c'est dans cette compréhension c'est dans cette expérience que j'ai compris que ça, c'est une autre façon d'utiliser les scénarios. Pas pour s'adapter à l'avenir, mais pour transformer l'avenir. Et le choix que les organisateurs de cet exercice ont fait, de le faire pas seulement avec les experts, mais avec les leaders, a complètement changé la possibilité de l'exercice. On voit qu'il y a 5 étapes, 5 pas, et le livre est organisé dans ces 5 chapitres. Et il y a une liaison entre ce système et le système dont Sol a souvent travaillé, le théorie U de Otto Scharmer, dont Colligence va publier un livre. Ça veut dire que c'est lié aux autres théories et pratiques de transformation. Et il y a 5 pas. Et je vais simplement parler des 5 pas en faisant référence à le projet de Montfleur. Le premier, c'est de convoquer une équipe d'acteurs représentants du système. Représentant, non, c'est pas bien traduit. Représentatif, mais pas représentant. Il y a une faute. Oui. Ça veut dire, si on veut bien comprendre qu'est-ce que se passe dans cet écosystème, et si on veut être capable de changer l'écosystème, on aura besoin de la participation des acteurs représentatifs de tous les aspects clés du système. Et souvent, très souvent, distance, le conflit, l'opposition entre ces acteurs empêche d'avancer ce système. C'est ce que les 2 professeurs à l'université ont fait. Ils ont invité les représentatifs du système et ils ont fait quelque chose de très intelligent. Ce n'étaient pas les leaders les plus
les plus élevés, les plus seniors de toutes les organisations. En fait, ils ont réussi à trouver les gens d'un niveau plus bas qui étaient plus ouverts à discuter, qui peuvent discuter sans être peur de s'exprimer. Et en fait, quand ces gens ont avancé dans les années, les prochaines années, c'est eux qui ont eu beaucoup d'influence sur l'évolution de l'écosystème. Ça, c'est toujours difficile. Dans un système polarisé, ça demande un organisateur ou organisateurs qui ont la capacité de parler avec les acteurs polarisés et de les éviter, pas nécessairement à faire quelque chose ensemble, mais au moins de parler ensemble. Et c'est ça la chose intéressante avec les scénarios. Ce sont que des histoires. C'est pas une grand, c'est pas un grand commitment de changer tout. Non, on se réunit, on parle de qu'est-ce qui peut se passer. Et dès là, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Ça veut dire, une des choses intéressantes des scénarios, c'est parce que c'est pas important que ça a la possibilité d'avoir un impact important. Pardon, madame. Oui, non, juste dans cet exemple, qui a choisi, enfin, comment a émergé l'organisateur de la conférence? Comment ça, parce qu'il faut que ça se cristallise à un moment. Oui, oui. Quelqu'un retrousse ses manches et exactement. Et comment ça naît, ça? Dans ce cas, c'était simplement... pas simplement, mais c'était des professeurs à l'université. Souvent, ou la plupart, ou très souvent, sont les gens d'affaires. Ça veut dire les businessmen qui ont les contacts et qui sont d'une façon plus neutre dans le système, mais qui comprend que les choses ne vont pas bien. Nous sommes en train de faire un projet très difficile à Mexique sur les questions d'inégalité, insécurité, inégalité, une vraie crise, et c'est tous organisé par cinq en fait petites entreprises à Mexico, mais qui ont des bons contacts et qui ont dit, et ça c'est la cristallisation, ça ne marche pas ici. Nous ne savons pas quoi faire, mais nous savons qu'on doit faire quelque chose. Et nous, on va mettre quelques ressources, et plus que ça, on va l'organiser d'une façon neutre. Ils ont un grand comité d'organisation, trop grand. C'est un peu compliqué, mais ils ont une organisation, 15 personnes, des amis, pas très hétérogènes, mais quand même qui ont des contacts dans tous les partis, dans toutes les régions, et qui ont invité les gens du gouvernement, des syndicats, des grandes compagnies, etc. Pour dire, bon, la chose qu'on doit faire, c'est parler qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui peut se passer ici et qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre ça, parce que notre avenir à tout le monde n'est pas soutenable si on continue comme ça. Mais tu as raison pour poser cette question. Cette première pas est le plus difficile et ça a besoin, on peut dire d'une façon, ça a besoin d'une capacité créative ou entrepreneuriale. Ça veut dire de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas ici qu'on doit créer. Et c'est très difficile. Parce que ça demande une capacité de leadership, pas seulement dans mon propre organisation, mais un autre genre de leadership, d'être leader dans un écosystème, mais d'un point de vue neutre. Ça veut dire, je n'ai pas une solution à avancer, mais je pense que c'est important que nous... moi, je suis dédié à l'intégrité
de ce processus au lieu d'être dédié à une solution préformée. Et souvent, ça c'est une capacité un peu rare. Mais je connais ces gens dans 30 pays et sont très souvent les gens des moyennes entreprises. Il y a un truc en France là, qui existe, on peut se joindre. Je ne sais pas. Bah, C'est l'APM. C'est l'APM. En tout cas, le deuxième pas, qui est facile à dire, pas facile à faire, c'est observer ce qui se passe. Et je l'ai écrit d'une façon très ouverte parce qu'en fait, il y a beaucoup de façons d'observer ce qui se passe. La seule chose intéressante pour dire, c'est qu'à Shell, quand on a voulu observer ce qui se passe, on était obligé d'avoir les consultants, les experts, les professeurs, les conférences. Quand on a un groupe, une équipe d'acteurs représentatifs, si on veut observer ce qui se passe dans notre partie du système, on tourne à nos voisins, on dit, bon, qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment est-ce que vous et votre communauté voient qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a une grande capacité de ces équipes hétérogènes d'observer d'une façon systémique qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème. Certainement, il peut avoir l'appui des experts, des données, c'est facile à organiser, mais le premier ressource, le ressource principal, c'est eux-mêmes. Et souvent, la chose qu'on fait dans les ateliers qu'on a fait à Mexique la semaine passée, c'est une activité, on ne peut pas imaginer une activité plus simple et on ne peut pas imaginer une activité avec plus de pouvoir. On invite les gens, après le repas, à choisir quelqu'un différent d'eux, le plus différent possible, 180 degrés différents, et aller marcher ensemble pendant 1 heure après-midi. Et vraiment, c'est étonnant. Souvent, j'attends dans la salle de conférence pour que les gens retournent, et ils retournent vraiment complètement changés, parce qu'ils n'ont jamais parlé avec une telle personne, une jeune, une gauchiste, quelqu'un de gouvernement, quelqu'un d'une grande compagnie. Peut-être il a rencontré dans une conférence, mais de marcher ensemble et de parler, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Et je retourne toujours à ces questions, pas seulement d'idées, mais aussi de relations entre acteurs. Le troisième pas, c'est construire, en base de ces observations, une série d'histoires de qu'est-ce qui pourrait arriver, les scénarios. Dans le cas Montfleur, ils ont construit ces 4 scénarios. Les noms étaient géniaux. Même maintenant, personne ne connaît le projet Montfleur ici. Il y a 25 ans, c'était un petit projet. Mais même maintenant, si tu parles de ces scénarios de Lame Duck ou Icarus, les gens le savent. Je me souviens, j'étais en Afrique du Sud 93, un an après, j'écoutais le radio et une vieille femme rurale a téléphoné à la radio pour dire « Bon, je m'inquiète beaucoup de le problème de Lame Duck ». Et de Klerk a dit « Moi, je ne suis pas en Autriche ». Ça veut dire, c'est parce qu'ils sont les histoires, pas les thèses, pas les grands bouquins, pas les études académiques, mais les histoires qui peuvent facilement
se distribuer d'une façon virale. Et qui choisit les noms? Bon, souvent les équipes. Dans le cas de Montfleur, c'était le cinéaste qui a fait le vidéo. Il a dit, bon, on peut... Ça veut dire que c'est un choix créatif. La plupart du temps, c'est l'équipe, mais dans ce cas, c'était quelqu'un hors de l'équipe qui a dit, bon, pourquoi pas les noms des fleurs. Et c'était vraiment... Bon, le quatrième pas, c'est la chose intéressante. Dans la théorie U, c'est le bas de U, de découvrir ce qui peut être fait et ce qui doit être fait. Et pour le groupe Montfleur, c'est de découvrir que c'est vraiment important pour le nouveau gouvernement noir de Mandela de penser aussi aux questions économiques. C'est quelque chose de simple, mais c'était pas leur en face. Ils étaient focalisés sur les questions politiques, militaires, stratégiques, presque aucune attention sur les questions économiques. Et pour dire, bon, pour avoir une transition qui va réussir, c'est aussi important de penser aux questions économiques et parce que les membres de l'équipe, entre les membres de l'équipe étaient tous les économistes de gauche, comprenant le premier président de Banque centrale noire et le premier ministre de Finances noir, qui ont compris ces choses, ils ont réussi à avoir l'influence de ce qui s'est passé. Et c'est ça le cinquième pas, agir pour transformer le système. Et la seule chose que je veux dire c'est ça, agir peut-être ensemble, mais pas nécessairement ensemble. En fait, ce sont les acteurs avec leurs intérêts, leurs organisations, leurs capacités, leurs communautés différentes. Souvent, c'est impossible ou trop difficile d'agir ensemble comme alliance. Ça se peut. Mais plutôt ils agissent séparément dans leur propre domaine, mais avec cette compréhension compartie. Partagée, pardon. Bon, c'est ça la méthodologie, les scénarios pour la transformation. Merci beaucoup. J'avais une question. Oui. Dans l'étape 5, c'est tous les scénarios qui sont diffusés largement ou ceux qui ont eu la préférence du groupe de travail? C'est une question intéressante. Il y a en fait un paradoxe au cœur de cette méthodologie. On est ensemble parce qu'on veut construire un meilleur avenir. C'est pour ça qu'on est réunis. Mais dans la technique, on ne discute jamais ou avant le fin, qu'est-ce qu'on veut. On parle uniquement qu'est-ce qui est possible. Ça donne vraiment une dynamique intéressante. Ça veut dire normalement, ou non, toujours, on partage les 2, 3, 4 scénarios qu'on a construits. Vous pouvez... mais les conséquences de ce qui peut être fait et de ce qui doit être fait ne sont pas nécessairement liées à un scénario ou l'autre. Ça veut dire, dans les scénarios de Montfleur, le 4e scénario d'une vision partagée n'a pas beaucoup d'influence. C'était intéressant qu'un groupe si hétérogène peut être d'accord sur une vision, mais ce n'était pas le scénario important. Le scénario important était Icarus. Et c'est là qu'il y a eu des conséquences très importantes pour les acteurs, les économistes dans le groupe, de dire, bon, on vraiment doit faire attention. Ça veut dire, et c'est ça la chose qui n'est pas évidente, c'est pas
de diffuser une vision partagée. De temps en temps, c'est intéressant, mais normalement, les conséquences sont pas liées à un seul scénario et sont pas nécessairement liées aux visions. Mais il y a un apprentissage. Bon, qu'est-ce qui est important ici? Qu'est-ce que nous devrons faire? Qu'est-ce que moi-même je dois faire? Et oui, pardon. Même le plan d'action, en fait, il n'est pas décidé finalement. C'est des pistes que nous, dans notre fonctionnement intellectuel classique, on analyse les causes, et puis à la fin on dit bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et dans notre esprit, on pense qu'à la fin de la réunion, enfin, dans un processus comme celui-là, on est d'accord sur, j'ai des grands mots, enfin, un type de plan d'action commun. Et ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est pas l'idée d'être d'accord sur un plan d'action commun. C'est d'être d'accord sur les potentielles conséquences des différents cas qui, après, individuellement, va nous permettre de construire notre plan d'action. Non, c'est une très bonne question. Bon, ça, c'était notre première expérience. Il y a 25 ans, la méthodologie a avancé depuis 25 ans. Et maintenant, on essaie d'aller plus loin avec ces groupes. Par exemple, au Mexique, on a l'objectif pas seulement d'avoir les scénarios, mais aussi d'avoir les initiatives. Ça veut dire pas seulement qu'est-ce qui est possible, mais qu'est-ce que nous allons faire. Mais je pense que ça ne sera pas possible d'avoir vraiment un seul plan d'action. Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être souvent on veut trop trouver un accord, un consensus sur un plan d'action. En fait, il faut peut-être justement s'arrêter là. Moi, ce que je trouve très intéressant dans votre démarche, c'est de dire, justement, on n'est pas allé jusque-là. C'est-à-dire que du coup, après, oui, je pense qu'il y a un pas intermédiaire, pas un seul plan d'action, mais une série d'initiatives. Mais ça, c'est une chose très importante. C'est possible que le groupe entier ne sera pas d'accord sur toutes les initiatives. Je pense que pour les Mexicains, il peut imaginer 2, 3, 4 initiatives, grandes initiatives nationales, et je suppose que peut-être la moitié va travailler sur l'initiative 1 et un quart sur l'initiative 2, et les autres pensent que l'initiative 3 est un peu fou, mais si les autres veulent le faire. Et ça nous laisse d'avoir un réseau, des relations d'appui mutuel, une capacité de soutenir les autres, de les encourager, d'utiliser des compréhensions et des relations que nous avons battues, mais ça ne veut pas dire qu'on a un plan parce qu'on n'a jamais ce niveau de contrôle qu'on a dans une compagnie unitaire. Et bon, je suis en train d'écrire un autre livre, et le 4e chapitre, qu'est-ce qu'on l'a nommé hier? Oui, on ne peut pas contrôler le chemin. Dans ce genre de travail, on ne peut pas contrôler le chemin. Ça veut dire l'idée classique. Pardon. Ça marche toujours? Bon. C'est si intéressant, je laisse tomber les trucs. Dans ce genre de travail, on ne peut pas finir par un plan classique parce que nous ne sommes pas une seule organisation unitaire. Et ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? C'est que nous avons une certaine compréhension partagée et des relations de confiance, plus ou moins, et la volonté de continuer à travailler, de faire les choses et d'apprendre qu'est-ce que ça marche. Et ça, c'est différent de l'idée, bon, le fin, c'est un accord signé avec le Premier ministre et maintenant, c'est tout fait. Parce que souvent, et c'est ça qui m'a pris beaucoup de temps pour apprendre, la plupart du temps, ces problèmes ne peuvent pas être résolus seulement par une loi ou une déclaration d'un gouvernement. Ça prend beaucoup d'efforts de différents partis, privés, publics, troisième secteur, pour résoudre ces choses. Et
pour ça, la possibilité de travailler ensemble à long terme, une collaboration à long terme est plus important qu'un accord ponctuel. Oui, sur la troisième étape, Oui. comment se construisent les histoires? Comment peut-on construire les histoires? Parce que sur la deuxième étape, on observe. Oui. Et comment se fait le passage entre l'étape 2 et la troisième étape, qui est un vrai, j'imagine, un travail compliqué Oui, c'est un travail compliqué, c'est un travail intéressant, et dans le troisième pas, la technique est le même que dans les scénarios classiques. Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon déductive, ça veut dire on parle des incertitudes clés, deux incertitudes clés, on parle de différentes possibilités. Nous n'utilisons pas cette méthode parce que ça donne les résultats un peu trop faciles ou trop obvious, évidents. Il y a d'autres méthodologies qui sont plus difficiles, qu'on a utilisées en fait en Montfleur, d'imaginer un très grand nombre de scénarios et en discutant quel scénario sera le plus utile à cette conjoncture, à cet moment en histoire de cet écosystème, quels 2, 3, 4 scénarios seront les plus utiles et ensuite de les itérer et itérer et itérer. Ça, il n'y a pas une recette pour ça, mais quand même, c'est un travail intéressant et aussi ça donne aux acteurs l'opportunité de travailler ensemble sur une tâche difficile, mais pas tellement dangereuse, et de voir qu'ils sont capables de faire quelque chose ensemble. Ce travail, soi-disant intellectuel, mais qui peut être vraiment utile, pas seulement pour eux autres, mais pour leur écosystème. Si vous avez plusieurs scénarios, est-ce qu'à un moment donné, les initiatives qui en découlent ne peuvent pas être antinomiques ou Antinomique, ça veut dire contraire? Contraire, enfin, vont se battre entre elles, quoi. Si on a des scénarios différents et que les gens voient les choses différemment, quand vous dites qu'il y a 50% de gens qui vont dire il y a ça, il y a l'autre, est-ce que les initiatives vont toujours dans le même sens de coopération? Bon, les scénarios sont les possibilités de contexte et les initiatives sont les options des choses que nous pouvons faire. Dans la technique classique, on utilise les scénarios en deux sens pour générer les options, ça veut dire pour produire ou créer les options, les initiatives, et pour tester les options. Si on a une certaine option, est-ce que ça va marcher si on a le premier scénario ou le deuxième? Ça veut dire les scénarios sont utiles pour générer les options, les initiatives, comme par exemple les initiatives pour éviter le Icarus. Souvent, le groupe n'est pas d'accord quel scénario est le meilleur. En Colombie, on a fait un projet vraiment intéressant qui a eu 20 ans plus tard l'influence sur l'accord de paix qui sera signé à Havane en mars. Et cette histoire est donnée dans le 8e chapitre de ce livre. Et les 4 scénarios, les différents acteurs ont des préférences très différentes. C'est possible que les initiatives soient contradictoires. C'est possible. Et selon moi, ce n'est pas un problème. On a toujours les initiatives contradictoires dans la vie. Au moins, on a une certaine capacité de suivre
toutes les initiatives, d'apprendre. Je pense que votre initiative n'a aucun sens, mais si vous voulez le faire, si je peux t'appuyer, au moins, ça serait très intéressant de savoir qu'est-ce que vous apprenez. Et je pense que, et ça retourne à la discussion qu'on va avoir, c'est pas, selon moi, et c'est ça le sujet de l'autre livre que j'ai écrit, qui est aussi publié Colligence, Pouvoir et Amour. Je pense que c'est une erreur de penser que l'objectif est d'être tout d'accord et que personne ne peut avoir une initiative ou un but ou un travail indépendant, même contradictoire. La chose qu'on veut, c'est qu'on a tous nos travaux, nos initiatives, nos efforts, et souvent sont contradictoires, mais au moins nous avons un certain rapport, une certaine connexion, une capacité de parler et pas se tuer. C'est ça qu'on veut dans une société. La capacité de faire plusieurs choses, souvent alignées, souvent pas alignées, peut-être des vraies concurrences, c'est ça qu'on connaît. Mais il y a quand même un certain esprit un certain but partagé, même si c'était jamais exprimé. Et ça, c'est intéressant. On peut avoir un but commun, un but partagé, mais qui n'était jamais exprimé dans un accord écrit. Mais on sait, bon, vous êtes dans le secteur privé, vous avez vos choses, moi je ne suis pas d'accord avec les capitalistes, mais je sais que vous essayez d'une certaine façon aussi de faire avancer cette société, cet écosystème. On va se battre dans le marché, on va se battre dans le congrès, mais on a quand même une capacité de parler et d'éviter les conflits vraiment destructifs. Dès le départ, on nous a dit que c'était plutôt des problèmes sociétaux que vous abordiez, mais on est quand même des chefs d'entreprise, pour beaucoup, ici. Est-ce que une approche comme celle-là est transposable dans une entreprise ou non? L'avez-vous déjà vu? L'avez-vous déjà accompagné? Oui, la méthodologie des scénarios est très souvent utilisée dans les entreprises. Et il y a plusieurs livres là-dessus. C'est assez bien connu comme technique d'entreprise. Et nous avons fait plusieurs projets de ce type. Mais il y a des grandes différences. Il y a des différences, certaines différences importantes. Par exemple, le premier pas, quand on fait ce genre de processus dans une compagnie, avec une équipe des gens de la compagnie, on a la capacité seulement d'influencer les actions de compagnie. Et cette méthode nous encourage, bon, certainement, si on peut avancer, si on peut résoudre nos problèmes, si on peut adresser nos défis seulement entre nous, bon, on va le faire. Mais ça, c'est pour les situations où ça n'est pas suffisant, qu'on est obligé de trouver une façon de travailler dans notre écosystème. La question intéressante, c'est quoi les limites de notre écosystème? Peut-être c'est seulement nous et nos clients et nos fournisseurs. Ça, c'est un écosystème. Peut-être c'est nous avec un certain département gouvernemental. Peut-être c'est nous avec les parties prenantes d'une ville, une communauté, le maire. Ça veut dire, c'est quoi l'écosystème relevant pour le problème qui nous inquiète?
Ça veut dire, c'est pas nécessaire toujours d'aller à le plus grand écosystème. Bon, on a besoin de Premier ministre, l'écosystème c'est la France, c'est l'Europe. Non, il y a multiples écosystèmes. Et c'est quoi l'écosystème important pour nous, pour les problèmes qu'on veut résoudre? Certainement, la méthodologie des scénarios peut être utilisée facilement dans une seule organisation. Mais cette approche transformative a une but, pas seulement de transformer notre organisation, mais de transformer l'écosystème pour lequel on aura besoin de travailler avec les autres, même les gens qu'on n'aime pas. Mais la méthodologie des scénarios est très bien connue comme une technique de planification stratégique. Et comment vous voyez le suivi de ce type de processus? Parce qu'on comprend qu'il y a des éléments très fondateurs comme celui que vous avez décrit, parce qu'il se passe à un moment donné, un peu historique, il y a un effet coup de poing, remise en cause, etc. Mais comment dans la durée on le fait vivre, comment ça s'inscrit? Le suite, c'est le suite qu'on essaie de nourrir, c'est en fait on appelle un laboratoire social. Ça veut dire une alliance à longue durée des parties prenantes pour apprendre et agir et transformer leur système. Par exemple, depuis maintenant 12 ans, nous avons en Europe et aux États-Unis et en Amérique latine un laboratoire des parties prenantes dans le secteur de agriculture durable. Ça veut dire Carrefour, Unilever, World Wildlife Fund, autres ONG qui travaillent maintenant pendant 12 ans. Comment est-ce qu'on peut avancer dans ce réseau pour avoir les filières d'alimentation durable? Et l'origine de ce projet était en fait une conversation avec Unilever, le deuxième compagnie nourriture mondiale, mais qui a dit, bon, nous, seuls, on ne peut pas changer cet écosystème. Même nous, on ne peut pas le faire, mais si vous, Rios, pouvez organiser bon, on appelle maintenant un laboratoire, une façon de travailler ensemble avec les initiatives qui sont souvent contradictoires, mais même après 12 ans, ils continuent à essayer les choses, de compacter les apprentissages et qui ont fait beaucoup de progrès. Un sujet qui était presque inconnu il y a 12 ans est maintenant très bien connu et il y a beaucoup qui se passe. On a le même genre de choses dans le secteur énergétique renouvelable aux États-Unis. Depuis 5 ans, les gens, les ONG, les gouvernements au niveau d'État, c'est régulé au niveau d'État aux États-Unis, les compagnies solaires, etc., le point de départ, c'est toujours la même chose. On essaie de faire quelque chose, on ne peut pas le faire seul, malheureusement, et pour cette raison, on est obligé de trouver une façon de parler et de travailler et d'essayer les choses avec les autres, même les gens qu'on n'aime pas. C'est pour ça que j'ai parlé hier de Véronique. J'ai le livre que je suis en train d'écrire a peut-être un titre un peu provoquant en français. Le titre sera « Collaboration avec les ennemis ». Comment est-ce qu'on peut travailler avec les gens avec lesquels on est obligé de travailler? On ne peut pas avancer seul, mais souvent sur les gens qui ont des idées complètement différentes.
Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et c'est quoi le rôle des scénarios, des histoires, des possibilités dans ce genre de travail? Le titre est osé. On va le changer en français. Ouais. Oui, en France, des relations syndicales avec les syndicats, Oui. c'est indispensable. Oui, ça c'est l'exemple classique. Et c'est pas par hasard que le grand relation à Montfleur était entre la Chambre de mines et les syndicats. Parce que dans la période d'apartheid, c'était le seul pouvoir noir légal, c'était les syndicats noirs. Et eux, ils ont eu beaucoup d'expérience à comment faire les accords, même s'ils étaient vraiment les ennemis. Mais c'était indispensable. Et selon moi, et je vais finir avec cette opinion, on a une tendance qui n'est pas utile à dire, bon, je ne peux pas travailler avec eux autres. Et ça veut dire que c'est trop blanc et noir. Et dans ce travail, on est obligé de travailler dans la région gris. C'est ça. Et ça, c'est une façon de travailler dans la région grise. Est-ce que vous pensez que ce processus est applicable à une transformation, on va dire, rapide, pour ne pas dire situation un peu de crise? Parce qu'on comprend que c'est quand même un processus inscrit sur le long terme. Donc, parfois, on est dans des transformations, on va dire, vous voyez, plus rapides qui nous imposent, on va dire, une rapidité. Est-ce que c'est un processus, si on suit le là, qu'on peut appliquer sur quelque chose plus de situation de crise, à votre avis? D'une façon, une crise est toujours utile. On doit, qu'est-ce qu'on dit? On ne doit pas... D'urgence. En anglais, we mustn't waste a good crisis. On ne doit pas laisser passer une bonne crise. Et j'ai écrit le livre en essayant de décrire quelque chose qui peut être utile dans les situations de toute grandeur, ça veut dire régional, national, local, long et court. Dans ce sens, la réponse est oui, mais quand même, il y a des dynamiques qui prennent du temps. Et j'ai eu une collègue très sage qui m'a dit « ça prend 9 mois pour faire un bébé, même si tu mets plus de gens sur le travail. » Ça veut dire il y a des dynamiques qui prennent temps. Et de connaître et de travailler avec les gens qu'on pense sont nos ennemis est difficile de faire très très vite, d'une profondeur.